Bonsoir à tous et bienvenue à bord de l'Universalis. J'espère que vous avez passé un joyeux Noël, et en guise de cadeau, je vais vous offrir une nouvelle session de top et de flop. Comme l'année dernière, je vais donc vous faire un résumé des pires et meilleures séries, films, jeux vidéo et lectures que j'ai pu découvrir au cours de l'année, et je tenterai de publier un top flop par semaine. Pendant un temps, je me suis dit que j'allais ajouter des catégories en plus, histoire de rendre un chouïa plus hommage à la quantité astronomique de trucs que je découvre, mais après un minimum de réflexion, je me suis rendu compte que les vidéos risqueraient de durer plus de 15 heures, avec au moins 50% de bof ou sympa sans plus. Néanmoins, je me suis tout de même autorisé à augmenter le nombre des tops et des flops, L'année dernière je me limitais à 15 entrées, et à partir de cette année, on passe à 20. Et normalement, ça ne bougera plus pour la suite. On va donc commencer avec le flop des séries de 2023. Je rappelle cependant deux choses importantes. La première, il ne s'agit pas d'un constat de séries sorties en 2023, mais d'œuvres que j'ai personnellement découvert cette année-là. Donc il peut y avoir du très récent comme du très vieux. Et enfin, toutes ces vidéos de top et de flop sont intégralement subjectives. Alors oui, j'essaie d'avoir des arguments, mais ces vidéos ont pas pour but de vous forcer à être d'accord avec moi. Bien, on peut commencer avec les pires séries de 2023. Vu que c'est une anthologie, compliqué de donner un avis global, parce que tous les épisodes sont pas égaux en termes de qualité. Déjà, je suis assez mitigé sur la présence du narrateur. Chaque épisode est introduit par Guillermo del Toro lui-même, qui va plus ou moins présenter l'épisode et l'objet insolite qui est en rapport. Ce qui en soi est pas une mauvaise idée. Vous regardez Monstres et Merveilles ou Les Contes de la Crypte, voire même certains épisodes de Chair de Poule, il y avait un narrateur qui intervenait et ça pouvait apporter un truc. Sauf que là où dans les autres versions, les narrateurs interviennent généralement au début et à la fin, en expliquant 2-3 trucs, en faisant des commentaires, parfois juste pour faire des blagues. Mais en l'occurrence là, le gars a limite l'air d'en avoir rien à foutre. Il arrive, il fait son speech, il se barre, et il revient plus avant l'épisode suivant. Après, sauf erreur, Guillermo del Toro a l'air de n'avoir ni scénarisé, ni réalisé aucun des épisodes de la série. Ce qui explique peut-être pourquoi il a l'air d'en avoir rien à foutre. Il y a aussi le principe des objets. Un cabinet de curiosité, ça contient des objets qui sont vraiment insolites. C'est des trucs que tu vas pas voir dans ton quotidien. Sauf que là, t'as parfois des objets parmi les plus lambda qui existent, qui te sont présentés comme le truc le plus zarbe de la création. Alors oui, l'histoire autour est zarbe, pas l'objet. Donc déjà pour moi c'est pas super cohérent à ce niveau. Genre, 4e épisode, le mec te sort une télécommande. Gros, en quoi c'est une curiosité ta merde? C'est même pas la source du surnaturel dans cet épisode. Bref, mon avis sur chaque épisode. Numéro 1, le lot 36. Ouais, sympa sans plus. Numéro 2, les rats du cimetière. Pareil, sympatoche mais assez prévisible. Numéro 3, l'autopsie. Ça c'était très bon. Particulièrement glaçant, notamment sur la fin. Numéro 4, la prison des apparences. Plutôt bon et assez dérangeant sur pas mal de points. Peut-être une dernière scène un chouïa trop longue. Numéro 5, le modèle. Adaptation d'une œuvre de Lovecraft. Plutôt bon dans son ensemble, même si, bon, les monstres... voilà quoi, les monstres en dur, ça se voit quoi. Numéro 6, la maison de la sorcière. Très bon épisode. Numéro 7, l'exposition. Compliqué à définir celui-là. Voyez-le comme de l'horreur kitsch et psychédélique des années 70, mais avec des effets spéciaux actuels. Le début est un peu long, histoire de vraiment poser l'ambiance, mais je trouve que c'est très bien foutu. Numéro 8, la nuée. Probablement le seul épisode qui m'a fait peur, ce qui est extrêmement rare. Donc, globalement, ça reste de la qualité. C'est pas mauvais, c'est pas bof, mais c'est clairement pas l'anthologie qui me transporte le plus. Ajoutez à ça que je suis pas un grand fan d'épouvante horreur. Déjà que j'ai une fâcheuse tendance à avoir l'esprit qui papillote quand je suis pas complètement happé par l'intrigue. Avec l'épouvante, c'est pire. Parce que j'ai beaucoup de mal à avoir peur devant un écran. C'est pour ça que l'épisode 8 ait réussi à me foutre les jetons. C'est vraiment exceptionnel. Et donc un très bon point pour lui. Du coup, s'il y a une saison 2, je la materai peut-être. Mais clairement la saison 1... je la reverrai pas.
série espagnole, des fois que vous l'auriez pas deviné. Pourquoi l'avoir regardé? Eh ben, par curiosité, vu que dedans il y avait notre Jean Reno national. Ce qui en fin de compte est pas si illogique que ça, vu que le mec est d'origine hispanique. L'histoire se déroule dans les années entre 40 et 60, c'est pas précisé, où l'on va suivre Malena Quiroga, une jeune femme de haute société dotée de grandes capacités d'investigation. Elle va se retrouver mêlée au crime d'un meurtrier en série et se lancer dans une enquête personnelle avec le soutien de son majordome Hector. La série est cool, l'ambiance est plutôt plaisante à suivre, il y a pas mal de variations de ton, on peut avoir des scènes assez légères voire plutôt comiques, notamment le climax du dernier épisode, et ça se marie plutôt bien. Il y a quelques scènes d'action plutôt bien travaillées, il y avait une course-poursuite en voiture et une autre à bord d'un train. J'ai vraiment eu l'impression de regarder une série policière, mais un petit peu à l'ancienne, parce que l'intrigue est globalement assez soft, t'as rien de gore ni de sexuel, t'as des passages assez aventureux façon pulp, le genre de truc que tu serais pas choqué de voir dans un Indiana Jones. Le surnaturel mis à part. Après, pour ce qui est des défauts, il y a quand même... Il y a quelques moments où les fonds verts sont visibles, mais vu que la série utilise pas beaucoup de CGI, ça arrive assez peu souvent. À la limite, on peut critiquer le générique qui, certes, est plutôt bien fait et a le mérite d'être différent pour chaque épisode, mais l'inconvénient, c'est que chaque générique dévoile certains événements qui vont se produire dans l'épisode. Pas cool le spoil! J'aurais plus de reproches à faire sur le fond, principalement à cause de quelques moments où on sent que l'intrigue fait exprès de laisser du flou pour pas dévoiler toutes ses cartes. Sauf que souvent ça se voit quoi. Par exemple, les protagonistes ont découvert un objet unique fabriqué par un artisan pour le tueur. Ils vont voir l'artisan, est-ce qu'il va leur dire qui est le meurtrier, à quoi il ressemble? Non, il leur donne une page qui a servi de modèle pour l'objet, et démerdez-vous avec. Ah ouais quand même. T'as quelques moments où les soupçons vont peser sur certains personnages, et les héros décident très facilement de leur accorder leur confiance, alors que ils pourraient très bien mentir. Du coup, je pense qu'on aurait pu raccourcir la série de 1 ou 2 épisodes, et que ça aurait pas dérangé plus que ça. Mais en dehors de ça, je trouve pas que Asunto Privado soit une mauvaise série. C'est juste pas exceptionnel et assez bancal. L'histoire va concerner Simon Belmont, Trevor Belmont, chasseur de vampires et autres entités démoniaques, qui va se lancer dans une quête pour affronter Dracula. Et je dois avouer que pour ce que j'en sais de Castlevania, c'est-à-dire pas grand-chose, j'ai uniquement joué à l'opus... Order of Ecclesia, je crois. C'était celui-là où il y avait les tatouages qui servent d'armes ou... Donc pour moi, ça a toujours été le principal objectif des Castlevania, c'est-à-dire botter le cul de Dracula tous les premiers du mois. Et je m'attendais pas à ce que la série soit aussi peu manichéenne. Ça, c'est genre, dès le début, on comprend la raison pour laquelle le vampire a déclaré la guerre à l'humanité. Oui, il faut l'arrêter. Mais en même temps, tu comprends pourquoi il l'a fait. T'as un petit peu de son côté, d'une certaine manière. Ceci dit, l'histoire de la série commence vraiment à partir de la saison 2. Et encore, commencer, je dis avec des guillemets, hein. La saison 1 dure 4 épisodes et sert essentiellement à présenter les enjeux et les personnages. Je peux même pas dire que ça commence vraiment à la saison 2, t'as la moitié de la série qui est dédiée aux héros qui sont coincés dans la cave des Belmont. Honnêtement, les dessins et l'animation sont très bien. L'histoire est sympa à suivre, sauf que quand j'ai fini la saison 2, je me suis rendu compte que j'avais aucune envie de continuer en fait. Je m'emmerdais. Cette série ne me faisait pas palpiter, je ne m'attachais pas beaucoup aux personnages, je m'attachais surtout pas aux principaux persos, et à l'inverse, le seul pour lequel j'ai éprouvé de l'attachement meurt à la fin de la saison 2. Donc non. Non, je vais pas m'arrêter là quoi, je lui trouve pas de défaut à proprement parler, c'est juste que j'accroche pas. Apparemment, il y a eu un spin-off qui est sorti cette année. C'est Castlevania Nocturne. J'en ai rien à foutre. Donc, si vous êtes fan de l'univers de Castlevania, ça peut vous intéresser. Si c'est pas votre cas, ça sera probablement pas votre cam non plus.
Je vais pas me faire beaucoup d'amis là-dessus. Étant très fan de séries comiques comme Scrubs ou Brooklyn Nine-Nine, on m'a beaucoup conseillé Community, qui raconte l'histoire de plusieurs personnes plus ou moins âgées au sein d'une fac, et qui vont créer un cercle de révision. Alors, je peux comprendre ce qui amuse les gens avec cette série. Mais comme The Office, j'accroche pas. Mais vraiment pas, quoi. Je n'arrive pas à m'attacher aux personnages, je ne les supporte pas. J'ai insisté, j'ai essayé de regarder jusqu'à la moitié de la saison 1, ça a rien à faire. Quand ça veut pas, ça veut pas. Là, ça va être un peu compliqué, parce que j'attendais avec beaucoup d'impatience cette adaptation, ayant déjà lu la majeure partie du manga, je crois que j'en avais lu 10 tomes sur 11, et bah c'est peut-être pour ça que j'ai pas autant apprécié que j'aurais voulu. Les 2 premiers tiers de l'anime servent à présenter les personnages, l'univers, et nous proposer quelques premières missions sympas sans plus. C'est vraiment à partir de l'épisode 7-8 je crois, qu'on commence vraiment à rentrer dans la partie intéressante de l'intrigue. Et quand vous connaissez déjà cette partie de l'histoire, bah je trouve que le début est un peu chiant et classique. Néanmoins, pour quelqu'un qui ne connaît pas du tout Chainsaw Man, je pense que ce sera moins gênant. J'ai aussi eu quelques soucis avec l'animation. Alors globalement tout est bien dessiné, hein, c'est super fluide et tout, notamment les séquences de combat, où le mélange 2D 3D rend super bien. Par contre, on a aussi ce genre de scène avec de la simili 3D dans des moments qui sont beaucoup plus calmes, voire assez random. Et dans ces moments, bah, vous avez juste envie de dire, mais est-ce que c'était nécessaire d'appuyer autant là-dessus? Parce que du coup, ça fait vraiment mouvement exagéré et très vallée dérangeante, quoi. Par exemple, à un moment, il y a un des héros qui est filmé de dos, en train de marcher. Et on a l'impression que les dessinateurs se sont échinés à montrer tout le balancement de son corps à chaque pas. Voilà, donc pour moi c'est globalement bon, mais il y a des fois où ça fait abuser. Mais à part ça, l'univers reste plutôt original, et maintenant que la première saison est terminée et que on est vraiment rentré dans le vif du sujet, je pense que la saison 2 va être cool à suivre. S'ils arrivent à se calmer sur l'animation. L'histoire concerne 4 femmes pendant les premières semaines de la Première Guerre mondiale, dans un petit village à quelques kilomètres de la frontière allemande. On y suivra donc la mère supérieure Agnès, l'infirmière Suzanne, l'entrepreneuse Caroline et Marguerite la pute. Et niveau reconstitution, j'ai trouvé ça très bien foutu. Peut-être un petit peu trop propre et gentillé, hein, c'est pas tout public, mais bon, c'est loin d'être gore quoi. Le problème étant que la série contient pas mal d'éléments que je trouve assez prévisibles. Chaque héroïne va avoir son propre ennemi, malheureusement très classique là encore, le Mac pour la pute, l'escroc pour l'entrepreneur, l'espion pour l'infirmière, et bien sûr, le prêtre violeur pour la nonne. Le problème étant que tous ces ennemis sont mauvais de A à Z. C'est pas genre une partie nauséabonde de leur personnalité, non! La série veut que tu les détestes! Elle refuse de les humaniser! Même quand il y a des aspects qui sont censés plus ou moins réduire leur côté maléfique, ça ne marche pas, puisque quelques minutes après, le mec redevient le pire connard de l'humanité. Il y a aussi pas mal de facilités scénaristiques, genre certains persos sont au courant de choses qu'ils ne devraient pas connaître, ou alors vont interpréter les infos de la manière qui arrange le scénario. Pareil, chaque fois qu'une héroïne fait une connerie, il y a systématiquement quelqu'un qui est là pour l'espionner. Au bout de la 3e fois, putain, les scénaristes innovaient un peu quoi. Pour ce qui est du jeu d'acteur, globalement c'est très bien. Petite mention spéciale pour Audrey Fleurot, pour ceux qui la reconnaissent pas, c'était la Dame du Lac de Kaamelott. Quand tu la vois qui se lance dans une tirade ultra émotionnelle et qui tire bien sur le côté dramatique, ouais, la meuf sait jouer, ça on peut pas dire le contraire. Pour moi, la seule mauvaise actrice de la série, c'est la gamine de l'entrepreneuse. Et en même temps, la série en a conscience. Parce que systématiquement, chaque fois que la fillette est censée avoir des émotions fortes, tu ne vois pas son visage à l'écran. Et à l'inverse, quand tu la vois qui est au 2e ou 3e plan, tu vois qu'elle est soit en mode poker face, soit à moitié en train de sourire, ce qui correspond pas au mood du moment. Donc, mais du coup, c'est un petit défaut que la série a essayé de camoufler. Et je trouve que c'est un très bon point. En conclusion, est-ce que la série est mauvaise?
Non, elle est globalement bonne, mais je trouve qu'elle a beaucoup trop de micro-défauts. Le genre qui, si vous êtes des psychorigides sur les scénars comme moi, ça va vous ruiner l'expérience. Mais en dehors de ça, non, je pense que la série peut plaire, elle peut trouver son public. C'est pas, c'est loin d'être une bouse. C'est pas du tout parfait, mais c'est pas une catastrophe non plus. D'ailleurs, il me semble que l'époque choisie est assez inhabituelle. En général, quand une histoire va tourner autour de la Première Guerre mondiale, on va être généralement au milieu ou à pas longtemps de la fin, donc c'est-à-dire avec tout le truc, les tranchées et tout ça. Là non, on est quelques semaines après le début, c'est-à-dire il n'y a pas encore de système de tranchées, c'est les mouvements d'armée, c'est encore des gugus qui envoient des fantassins et des cavaliers sur le champ de bataille. Donc, à voir. Si c'est votre kiff, je pense que vous pouvez apprécier ce genre de série. Pour moi, non, il y avait beaucoup trop d'imperfections et je ne la reverrai pas. Un petit animé dédié aux amoureux de tout ce qui est paintball et armes à feu factice, puisqu'on va suivre le personnage de Momoka, qui arrive dans un nouveau lycée, où elle va se retrouver à faire partie du club de survie, qui est entièrement dédié au paintball. Ou à l'airsoft. Je connais pas la différence entre les deux, en fait, c'est le petit... S'il y a des experts, n'hésitez pas à le préciser dans les commentaires, moi je n'y connais que dalle. Et l'imagination des héroïnes étant poussée au max, il arrive régulièrement que les séances de jeu se transforment carrément en champ de bataille. En vrai, c'est ok tiers. Il y a quelques vannes qui sont marrantes, l'ambiance est pas dégueu. Maintenant, franchement, je trouve pas que ce soit l'animé le plus drôle de tous les temps. L'histoire est pas très intéressante, mais en même temps, c'est juste un enchaînement de sketchs. Donc, peut-être que ça peut vous plaire, mais moi, pas des masses. J'ai pas la sensation d'avoir perdu mon temps devant, mais j'ai pas l'impression d'avoir découvert une pépite non plus, quoi. Je pense que c'est précisément le genre de série que t'as complètement oublié 2 semaines après l'avoir vue. L'histoire parle d'un Japon qui a développé le système des licorices, à savoir de jeunes filles ayant reçu un entraînement d'agents secrets, on va dire, avec autorisation de tuer, pour assurer une sécurité et une paix totale dans le pays. Sauf que suite à un refus d'obéir aux ordres pour sauver une de ses collègues, la licorice Takina Inoue va se retrouver expulsée du service et contrainte de rallier le café du Licorice Recoil en compagnie d'une ancienne agente, Shizato Nishigiki. Alors, j'ai pas de gros reproches à faire, il n'y a pas d'énormes incohérences qui m'ont sauté à la gueule, même s'il y a des facilités un peu grasses quand même. Par exemple, à la moitié de la série, les héroïnes sont confrontées à l'antagoniste. Et clairement, tout est fait pour que le gars réussisse à s'en tirer pour revenir plus tard. Genre, il se prend une roquette qui explose à 1 mètre de lui, il s'en tire sans aucune égratignure. Néanmoins, j'ai beaucoup aimé le fait que Shizato ait une capacité particulière pour esquiver tout ce qui lui arrive dessus. C'était cool et marrant. Mais j'avoue que j'ai pas plus accroché que ça. Les héroïnes sont sympas, sans plus. L'antagoniste de la saison, c'est une caricature, littéralement une caricature. Je n'ai aucun intérêt à le suivre, ni même à le craindre, puisque le gars n'a pas de compétences particulières, en dehors du fait qu'il est protégé par le scénario. Et ça, c'est vite chiant, en fait. En vrai, l'histoire d'une organisation qui utilise des petites filles comme agents secrets, Gunslinger Girl était bien meilleure. Et si vous ne connaissez pas Gunslinger Girl, ça tombe bien, j'ai fait un test sauvage dessus. Nous allons suivre tout un groupe de personnages à bord d'un paquebot au cours de l'année 1899. Avouez, vous vous y attendiez pas. Sauf qu'il va leur arriver tout un tas de phénomènes surnaturels. En vrai, l'intrigue ça va, les acteurs sont bons, les effets spéciaux tout pareil, le générique est entré direct parmi un des plus beaux que je connaisse, mais non. En fait, j'ai deviné quel était le mystère autour du bateau au bout de 3-4 épisodes. Et je me suis dit, putain, si jamais c'est vraiment ça, mais c'est nul! Et bah c'était ça. Putain. Un défaut, même si là encore, ça reste subjectif, même si ça contribue à ma non-appréciation, j'ai vu la série en VF. Sauf que plusieurs personnages sont français et donc joués par des acteurs français ou belges.
Sauf qu'il y a une grosse différence à l'oreille entre les personnages non francophones qui sont donc doublés par un studio de doublage français et les personnages francophones qui sont juste les acteurs qui citaient leur texte sur place. Et autant dans un film ou une série où tout le monde parle la même langue, il n'y a aucun problème. Ils sont tous ou moins au même niveau, donc ton oreille s'y fait très vite. Là, c'était pas le cas. Je vais prendre l'exemple de Jonas Bloqué, que j'avais déjà vu dans Germinal où il était très bon, mais dans 1899, il y avait certains mots dans ses phrases qui passaient complètement à la trappe, parce que je ne pigeais pas ce qu'il voulait dire. Et tous les acteurs francophones ont le même problème. Petit point, pas un défaut, mais le truc était tellement récurrent que ça m'a fait mourir de rire. Systématiquement, chaque épisode commence par un rêve, et quand le rêve se termine, le personnage se réveille en prenant une grosse inspiration. Vous êtes au courant que quand on dort, on s'arrête pas de respirer. Ça m'a fait beaucoup rire, donc voilà, je tenais à le partager. Donc bref, pour moi, c'était assez décevant. Et même si la série se termine sur un cliffhanger, j'en ai strictement rien à foutre. La série a été annulée, mais s'il y avait eu une saison 2, je l'aurais pas regardée. Donc, non, 1899, je ne vous conseille pas trop. Aïe 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 aïe. Je pense que c'est une des suites de séries les plus décevantes que je connaisse. D'autant plus que la saison 1 était vraiment excellente. Et qu'on attendait sa suite depuis un bail. Pour ceux qui ne connaissent pas, Carnival Row se déroule dans un univers de fantasy ambiance victorienne où les humains côtoient des êtres féeriques. J'ai vu la première saison à sa sortie, c'est-à-dire en 2019 il me semble. Je crois que c'est ça. J'avais adoré. Malheureusement, plusieurs événements, dont le Covid, ont retardé l'arrivée de la suite. Pour tout vous dire, ça faisait tellement longtemps que j'ai revu la saison 1 avant de me mater la 2. Je sais pas si c'était une très bonne idée en fait. Alors pendant un temps, je me suis demandé si c'était pas moi qui devenais trop exigeant, à pas me sentir embarqué dans le scénario, à trouver beaucoup de failles et de problèmes. Mais après je me suis dit, bah non, t'as revu la saison 1, et même si tu l'avais déjà vu, tu l'as quand même adoré. Il y a même eu des éléments que j'avais oubliés, qui m'ont foutu les larmes aux yeux. Alors que j'avais déjà vu la saison 1. Et la saison 2, non, ça a bloqué. Donc peut-être que c'est pas moi qui devient trop exigeant, en fait, c'est juste que la saison 2 est vraiment mauvaise. Alors que dire de Carnival Row saison 2 ? Pour l'aspect visuel, c'est irréprochable. Comme pour la première saison, les maquillages, les prothèses, les décors, la CGI, c'est rien à redire. C'est juste impeccable. Ça, c'est une série. Quand on te dit qu'elle a eu un gros budget, tu sais où il est passé le budget. Et je parle pas juste pour les personnages principaux. Non, non, il y a énormément de figurants qui avaient des prothèses ou des petits éléments de CGI qui étaient au même level. Quand tu vois à l'arrière-plan 2 fées qui sont en train de bouger en agitant les ailes alors qu'elles sont pas du tout au centre de l'attention, voilà, tu te doutes que il y a eu vraiment un soin apporté à la qualité visuelle générale. Mais alors, d'où vient le problème ? Eh ben du scénario, qui est à la fois trop long, on a 10 épisodes, on aurait clairement pu en faire 2 de moins, et en même temps, trop simpliste. Littéralement, vous arrivez à la fin de la saison 2, on a vaincu le racisme. Sacrée prouesse. En gros, on reprend le concept de la chasse aux monstres, et rouler bolide. Niveau caractère des personnages, il y a quand même plein de moments où tu te dis que ça aide pas mal le scénario. L'arc scénaristique de Imogen et Agreus, qui déjà dans la saison 1 n'était pas le plus palpitant, mais alors là, je me faisais chier chaque fois qu'ils apparaissaient à l'écran. Il y a aussi des détails où tu te dis que les scénaristes n'ont pas forcément fait très gaffe. Parce que c'est quelques micro-points qui en soi sont pas gênants. Mais quand t'as vu la saison 1 juste avant, tu fais « Oh là, il y a un problème là ». Par exemple, premier épisode de la saison 2, on voit Philo qui utilise un robinet chez lui. Depuis quand il y a l'eau courante au Burg ? Dans la saison 1, le mec était dans un loyer pas trop dégueu, il fallait qu'il aille chercher sa flotte pour faire sa toilette.
Et là, il se retrouve dans une espèce de taudis au milieu de Carnival Row, qui est un des quartiers les plus défavorisés qui soit, et il y a l'eau courante. What? Après, me faites pas dire ce que j'ai pas dit, la saison reste appréciable et regardable. Les acteurs sont bons, l'intrigue est majoritairement logique, l'identité du grand méchant est quand même bien gardée jusqu'à l'avant-dernier épisode, je crois. Mais si vous avez apprécié le niveau de qualité de la saison 1, ça va pas du tout être la même chose pour la 2. Parce que clairement, la saison 2 est très très inférieure à la première. Donc c'est pas catastrophique, mais c'est très décevant. L'histoire est celle de Jenny et de sa famille, qui reviennent vivre dans la maison du grand-père, un célèbre auteur de romans de fantômes, sauf qu'il se trouve que la demeure est hantée par un esprit capable de créer des doppelgangers. Alors, pour le coup, c'est une série que j'ai vue en VOST, car elle n'a pas de version française. Et j'ignorais que l'anglais phagocytait à ce point la langue indienne. Très régulièrement, les personnages pouvaient parler en anglais comme en hindi. Mais pas genre juste des petites phrases ou des expressions. Non, c'était des dialogues entiers. Donc si parmi vous, il y a des connaisseurs de la langue, n'hésitez pas à me donner quelques précisions dans les commentaires parce que ça m'a quand même vachement surpris. Globalement, la série est pas mauvaise. Le jeu d'acteur est plutôt bon malgré quelques passages... voilà. Il y a quelques scènes que j'ai trouvé plutôt bien rendues. Mais en même temps, les effets spéciaux sont pas top. Bien que la série ait eu le mérite de les avoir économisés. Quant aux scènes d'action... disons que je m'attendais à beaucoup mieux, quoi. Il y a quelques points dans le scénario qui sont pas tip top. Genre, littéralement, l'introduction de la série, c'est une creepy fiction que je vois tourner sur internet depuis des années. Il y a plusieurs sous-intrigues qui sont mises en place, mais qui ne servent à rien. Par exemple, on révèle que le mari a trompé sa femme et doit de l'argent à quelqu'un de visiblement assez puissant. Et c'est tout. Genre, la série se termine, tu sais pas si le problème est réglé. D'ailleurs, en termes d'importance, tous les personnages ne sont pas au même niveau. Le mari, du coup, a une intrigue complètement inachevée et inutile. La fille adolescente ne sert à rien. On aurait complètement pu l'enlever de la famille, ça aurait rien changé. En fait, la quasi-totalité de l'histoire tourne autour des gamins, de Jenny et du flic. C'est tout. Sinon, globalement, est-ce que c'est une série d'épouvante ? Non. Il y a absolument rien qui fait peur. À la limite, voyez la série comme une petite histoire de fantôme, mais sans plus. Ça ne fait absolument pas peur. Ah, et aussi, la série est titrée Typewriter, machine à écrire. Sauf qu'on n'est pas censé comprendre l'importance de la machine à écrire avant le 2e ou 3e épisode. Merci pour le spoil. Donc, non, clairement, non. Je trouve que la série n'est pas suffisamment intéressante pour valoir le coup, et donc je vous la déconseille. Paris Police 1900 était excellent. C'est pas pour rien que je l'ai foutu dans mes tops l'année dernière, hein, logique donc que j'ai voulu mater la saison 2. Alors, objectivement, c'est bon. C'est pas du travail de sagouin, hein, c'est toujours un très bon boulot au niveau reproduction de l'époque, très bon jeu d'acteur, tout ça, Par contre, le scénario, bof quoi. Pas que ce soit mauvais, mais quand tu sors de la saison 1, qui avait vraiment une ambiance à couper au couteau, tu sentais que la tension était explosive, ça pouvait virer au drame à n'importe quel moment, la saison 2 fait un peu pétard mouillé, quoi. Et certaines intrigues n'étant pas finies à la fin de 1905, tu te doutes qu'ils vont faire d'autres saisons dessus, et que c'est pour ça qu'ils laissent quelques éléments en plan. Certains personnages, t'as l'impression qu'ils les ont fait revenir uniquement pour garder les acteurs et les actrices de la série d'origine. Genre Jeanne Chauvin, première avocate de France, elle est reléguée au rang de rôle quasi tertiaire. La série tourne beaucoup plus autour d'Antoine Juin, qui était déjà pas le perso le plus charismatique de la saison 1, mais là il a vraiment pas grand chose en plus en fait. Donc si jamais la série a prévu de faire d'autres saisons, ce sera sans moi, parce que je trouve qu'elle a vraiment pris un assez mauvais tournant.
Alors, comment décrire le pitch? L'Avenue 5 est un vaisseau de croisière spatial dirigé par le capitaine Ryan Clark. Le problème est que le bâtiment va subir un problème en cours de route, ce qui va totalement réécrire sa trajectoire prévue et transformer le séjour de quelques semaines dans l'espace en un calvaire de 3 ans. La série est décrite comme une comédie. Si le but est de faire rire, c'est pas clair à 100%. Il y a des passages qui font sourire, bien sûr, mais l'ambiance est plus satirique que comique. Vous allez clairement pas vous taper des barres à chaque épisode. En gros, un point qui est révélé dès le premier épisode, c'est que le capitaine Ryan Clark est vu comme un héros, genre un équivalent de Captain Kirk, sauf que le mec n'est absolument pas un vrai capitaine. C'est juste un acteur engagé pour donner une facette sociale appréciable du capitaine. En gros, c'est le mec avec une belle gueule qui est là pour vous dire avec un grand sourire que tout va bien se passer. Sauf que le vrai capitaine étant mort, c'est sur lui que retombe toute la responsabilité. Alors que le mec a 0 compétence dans le domaine. Mais je trouve la série assez bof et pas très intéressante. Donc j'aurais du mal à vous la recommander. L'histoire se déroule à Mexico en 1978, où l'on va suivre les tribulations de Héctor Velasco Arán, ancien ingénieur reconverti en détective privé, et qui pour sa première affaire va se lancer dans la traque d'un étrangleur en série. Je vais finir par croire que quand je choisis une série pour sa nationalité, je le regrette toujours. Alors il y a des points assez intéressants, notamment dans l'aspect des... Je sais pas comment on peut appeler ça, des surimpressions, en somme, c'est le... Quand tu as genre des encarts de journaux qui s'incrustent dans le décor, ou alors des dessins à la craie pour symboliser les réflexions d'un personnage, ou ce genre de choses. C'était super bien fait. Le fait aussi que c'est le Mexique des années 70, donc il se passe parfois des choses que dans la réalité... Dans notre monde à l'heure actuelle, dans la réalité à l'heure actuelle, t'y croirais pas, comme le fait que le premier Gugus qui se prétend détective peut débarquer sur une scène de crime et interroger les scientifiques comme si de rien n'était. Mais globalement, ça reste souvent très facile et très prévisible. Faut quand même garder en tête que, à plusieurs reprises, le héros, un mec qui n'a aucun entraînement et est devenu détective privé grâce à des cours à distance, je ne déconne pas du tout, parvient à se friter avec des militaires entraînés et à les foutre à terre sans recevoir une seule égratignure. Bref, je trouve pas la série exceptionnelle. On sent qu'il y a du budget derrière, c'est globalement cohérent, mais non, franchement, sans plus. Sans plus et même assez vers le bas, quoi. L'histoire est celle d'un jeune exorciste particulièrement puissant qui se retrouve hébergé dans une pension. L'inconvénient étant que tous les locataires y sont des êtres surnaturels, et notamment Yuna, le fantôme d'une jeune fille. On va commencer par enfoncer les portes ouvertes. Le scénario de cet animé est anecdotique. C'est uniquement un prétexte pour montrer des nichons et des jeunes filles les plus dénudées possibles pour exciter le spectateur. Ce qui, sur un ado de 15 ans, peut marcher. Sur moi qui ai dépassé la trentaine, je vous avoue que ça m'a très vite gonflé. Alors j'ai pas de problème avec le ecchi ou l'érotisme, mais même là faut savoir doser, sinon faites un hentai. Je vous jure ça vous frustrera beaucoup moins et vous aurez pas à vous casser la tête pour inventer des blagues de merde. Parce que oui, l'animé est censé être drôle. Censé, mais vu que c'est le genre d'humour qu'on voit et revoit sans arrêt dans ce genre d'histoire à 2 yens, ça a aucun intérêt en vrai. Le scénario n'a aucune conséquence. Après un certain nombre d'épisodes à enchaîner les gags puérils entrecoupés de plans nichons, l'histoire nous apporte le prince dragon qui vient enlever Yuna pour en faire sa femme. Et même les ninjas refusent de s'attaquer à lui parce que c'est une divinité. Tu t'affrontes pas une divinité comme ça, quoi. Le héros le défonce en un coup. Parce qu'il est trop super fort et qu'il a déjà eu plein de possessions qui lui ont donné de l'XP honorable. Pour comparer, dans Immoral Guild, un autre animé ecchi qui lui au moins avait le mérite d'être marrant, même si c'était pas exceptionnel, quand le héros se retrouve face à un ennemi puissant, il galère à le vaincre. Je crois qu'il lui faut un combat de 2 épisodes entiers, il se fait pratiquement blesser à mort,
mais il arrive à trouver un plan pour retourner la sauce et réussir à le vaincre. Du coup, là, je me sentais investi. Dans Yuna de la pension Yuragi, tu sais d'office que le héros est complètement surcheaté et qu'il peut dégommer n'importe quel ennemi en un coup. Ce qui, dans One Punch Man, est marrant, parce que c'est bien amené. Dans Yuna, c'est juste nul. Il me semble que l'animé est censé avoir une deuxième saison et un OAV. J'ai pas l'intention de les regarder. J'ai perdu suffisamment de temps comme ça. J'ai dû me forcer pour le regarder celui-là. L'histoire est celle du jeune Yuri, un gamin noble mais désargenté depuis le décès de ses parents, qui se voit rejoint par Lilith, une étrange jeune femme qui propose de devenir sa maid. Sa bonne à tout faire en gros. Mais Yuri est intrigué par cette jeune femme, particulièrement louche. Voilà, ça c'est le pitch. Vous imaginez quoi? Que la meuf a effectivement des trucs à cacher? Que c'est une sorcière, comme le suppose le héros? Pas du tout. Et ça, on le pige dès le premier épisode. La meuf est normale. Le seul mystère qui tourne autour d'elle, c'est pourquoi elle est venue, et franchement, c'est pas suffisant pour te tenir en haleine. J'ai arrêté la série au bout de 7 épisodes sur 11. D'ordinaire, j'essaie de me forcer à regarder au moins une saison en entier, parce que ça m'est déjà arrivé que le véritable intérêt d'une série ne se dévoile que au bout de quelques épisodes. Mais là, non. Il y a juste rien d'intéressant. L'histoire est inintéressante, les gags sont inexistants, la tension pareil. Anecdote véridique, quand j'ai vu que je n'avais regardé que 3 épisodes sur les 11, j'étais désespéré. Je me suis dit, putain, je n'en ai vu que 3. Mais je peux pas tout mater, c'est nul. C'est vraiment nul. À l'épisode 6, je me suis dit, tiens, il y a l'air d'y avoir un élément de fil rouge, peut-être que l'épisode 7 va rebondir dessus. Pas du tout. Et du coup, j'ai dit, bon c'est mort, j'en ai marre, je me casse. En dehors de ça, même si je comprends que un manga ou un animé puisse s'amuser à dénuder des personnages féminins, au bout d'un moment, notamment quand ce sont des personnages mineurs, ça commence à devenir assez malsain. Et pour cette série-là, la pédophilie entre un enfant et une adulte a l'air implicitement encouragée. Le gamin est amoureux de sa maid, et Lilith va régulièrement faire des remarques comme quoi « Ah, vous voudriez bien qu'on prenne un bain ensemble ?» Et quand le gamin répond toujours par l'affirmative, la meuf devient rouge comme une pivoine en mode « Oh mon dieu, il est d'accord !» Putain, fais-toi greffer des neurones, meuf. Sérieux. Donc bref, très mauvaise série et je vous en déconseille le visionnage. Bon, on va commencer à racler les fonds de chiottes. Donc, Les Anneaux de Pouvoir, série d'Amazon qui avait l'intention de se faire son propre Game of Thrones, et a donc boosté son budget marketing histoire d'être sûr que personne ne la loupe. Je crois qu'en tout, ils ont mis $1 milliard de budget, ce qui est absolument colossal. Et le résultat final, c'est... Nyeh. Franchement, je trouve la série à l'image de son générique. C'est beau, c'est propre, mais c'est vide. C'est juste des grains de poussière qui bougent. Ok, qu'est-ce que c'est censé représenter? Aucune idée. Et globalement, oui, Rings of Power a de magnifiques décors, les effets spéciaux sont impressionnants, il y a même quelques scènes qui sont plutôt bien écrites, mais pour moi, l'intrigue fait série de fantasy de seconde zone. La forme est magnifique, mais le fond est pas transcendant. J'ai bien aimé l'histoire de l'étranger, j'ai adoré l'arc des nains, Durin et Disa étaient mes persos favoris, mais en contrepartie, les scénarios des elfes, Galadriel et... Comment il s'appelle l'autre? C'est... Arondir. J'en avais rien à péter. Et pourtant, Galadriel en armure, c'est une des principales raisons qui m'ont donné envie de voir la série. Oui, j'ai un kiff sur les femmes en armure et je vous emmerde. Je suis pas un grand connaisseur des bouquins de base. Des gens plus fans que moi ont relevé déjà beaucoup d'incohérences avec l'œuvre de Tolkien. Moi, j'ai surtout relevé des problèmes juste en tant que série. Par exemple, quand Daenerys trouve... Daenerys, oui, bien sûr. Quand Galadriel se rend compte que le fameux symbole de Sauron, après lequel elle court depuis le début de l'histoire, est en réalité une carte du futur emplacement du Mordor,
Je fais non. Qu'il ait gravé cette carte dans son domaine qu'on trouve au début. Why not? Mais je vous rappelle qu'il s'en est servi pour marquer le cadavre du frère de Galadriel. Quand tu fais ça, c'est pour narguer tes ennemis, donc tu y mets ton symbole, tu y mets ton logo, tes armoiries, t'y fous pas ton futur stratagème, au risque que tes ennemis risquent de le décrypter. C'est débile. Pareil, la scène du volcan était très cool, mais quand tu vois Galadriel qui se mange une nuée ardente dans la gueule, elle se relève sans aucune égratignure, par contre autour d'elle tout est dévasté. Ok, c'est le cheat code d'invincibilité qui a été activé. Il y a aussi pas mal de points où je pense même un fan basique des films du Seigneur des Anneaux peut tiquer. Genre, première scène de la série, on voit Galadriel enfant qui se fait bully par d'autres gamins. C'est des elfes! C'est censé être les créatures les plus sages de l'univers de Tolkien. D'autant que ça se passe en Valinor, c'est-à-dire plus ou moins le paradis de la Terre du Milieu. Eh bah si c'est pour avoir ce genre d'emmerdeur au paradis, tu m'étonnes que Galadriel était pas pressé d'y retourner. Ou alors le Palantir, qui maintenant te permet de voir l'avenir. Je sais pas, moi, je croyais que c'était juste un téléphone et que c'était risqué de s'en servir parce que tu savais pas qui risquait de décrocher. Et en même temps, t'as quelques points de la série qui étaient plutôt bien amenés. Genre, la façon dont les elfes perçoivent le temps. En fait, ils perçoivent pas le temps qui s'écoule de la même manière que les humains. Par exemple, ils se méfient des humains parce que, il y a quelques siècles, c'était les alliés de Morgoth. Ils arrivent pas à intégrer que c'est plus les mêmes humains, il y a eu plusieurs générations entre temps, ils arrivent vraiment pas à l'intégrer. Ou alors le fait que Elrond ait pas donné signe de vie à Durin pendant 20 ans, et du coup Durin lui en veut parce qu'il a raté énormément de moments importants de sa vie, comme son mariage ou la naissance de ses enfants. Bon après tu me diras, si tu considères Elrond comme un ami, pourquoi est-ce que tu lui as pas envoyé de cartes pour le prévenir que tu te mariais? Passons maintenant au point qui a fait le plus rager de monde, c'est-à-dire la présence d'un casting multi-ethnique. Je vais vous avouer que je sais pas trop. Autant quand on arrive à Numénor, qui est une île vraiment très éloignée de la Terre du Milieu, je sais pas, ça m'a semblé plutôt logique qu'il y ait une telle mixité de couleurs de peau. Par contre, effectivement, quand t'arrives dans la Terre du Milieu, tu te dis, les couleurs de peau sont mises de façon aléatoire. J'adore l'actrice de Disa, mais effectivement, tu te dis, pourquoi une naine noire? Et pareil chez les pieds velus, qui sont censés être les ancêtres des hobbits, et de mémoire, là encore de mémoire, Tolkien les décrivait comme ayant la peau brune, donc ça aurait été logique qu'ils soient tous joués par des noirs. Non. Là, c'est T'as des pieds velus qui sont ultra black, et t'en as d'autres qui sont blancs. Genre, y a pas plus de mixité que ça. Elle fout quoi la génétique dans ce monde? Mais, en soi, c'est vrai que ça m'a pas tant dérangé que ça. C'est pas le truc qui m'a fait qui m'a bousillé le visionnage, en fait. Par contre, il y a un point qui, là, m'a complètement sorti de l'histoire, et qui m'a tellement et qui m'a choqué au point que j'ai fait chier mes potes à force de déblatérer dessus. Les cheveux des elfes. Déjà, en voir autant avec les cheveux courts, c'est une hérésie. Je crois qu'il y a que Galadriel et le haut roi qui les ont longs, et ils ont pas des cheveux magnifiques. Vous regardez les films de Peter Jackson, les elfes ont les cheveux longs, doux, soyeux, c'est ultra lisse, t'as l'impression que tu passes ta main dedans, tu touches de la soie, quoi. À côté, ce Drinks of Power, t'as envie de leur offrir du shampoing. Même dans l'aspect global, je trouve que les elfes sont ratés. Tu regardes Elrond joué par Hugo Weaving, qui était déjà plutôt jeune à l'époque, et pourtant, le mec suintait la classe, le charisme et la prestance. Dans les Anneaux de pouvoir, les elfes, c'est juste des humains avec des oreilles pointues. C'est tout. C'est littéralement le seul truc qui les différencie. C'est au point que, à un moment, Galadriel réussit à cacher qu'elle est une elfe en planquant ses oreilles. C'est ce niveau de nullité. Conclusion, la série est-elle bonne? Nope. Avec $1 milliard de budget,
Le rapport qualité-prix, je le cherche encore. La série n'a rien de particulièrement intéressant et innovant à offrir. Qui plus est, je la soupçonne d'être responsable d'un point qui m'a particulièrement énervé, mais que je développerai dans les tops des séries. Oui, je fais du teasing. Quoi qu'il en soit, la série ne vaut pas le coup, donc ignorez-la. Bon. L'histoire est celle de Theodosia Throckmorton, fille d'un couple d'archéologues qui va découvrir lors de fouilles en Égypte un mystérieux artefact, l'œil d'Horus, et se rendre compte qu'il est porteur de malédiction. Ok, on va commencer tout de suite avec les défauts. Ça se voit que c'est une série jeunesse, et que pas mal de choses ont été simplifiées, voire abusivement amplifiées. Par exemple, épisode 2, les protagonistes se retrouvent dans une salle avec un mécanisme secret. Le mécanisme va-t-il ouvrir la trappe secrète ? Non. Le mécanisme pousse le tapis qui cache la trappe secrète. Oui, c'est de ce niveau. Certaines scènes font vachement fake, il y a aussi pas mal de facilités scénaristiques, qui sont malheureusement amplifiées par le jeu, pas très convaincant de la plupart des acteurs. Et je range le doublage VF dans le lot. Très souvent, notamment Theodosia n'est ni convaincue ni convaincante, et je pense que la pire actrice / doubleuse, ça reste Safia. Déjà que le personnage est insupportable et superficiel, mais en plus elle joue mal. En plus de ça, c'est une série pour enfants, donc il faut tout bien expliquer. Au point que ça en devient ridicule quand l'héroïne en vient à tout expliciter ce qu'elle a dans la tête, histoire d'être sûr que les spectateurs vont bien tout comprendre. Vient aussi le problème de vouloir rendre l'héroïne évidemment meilleure que tout le monde. Genre, dès le premier épisode, la gamine de 14 ans vient voir ses parents, archéologue de profession, je le rappelle, et elle devine l'emplacement d'une tombe secrète, sans aucun argument. Juste, elle l'a deviné. Parce qu'elle a lu le scénario avant. Autre point qui m'a pas mal dérangé, même si j'avoue qu'il m'a fallu un moment pour mettre le doigt dessus, c'est le côté habillage artificiel. Toute l'intrigue se déroule dans le Londres des années 1920. Au-delà du fait qu'il n'y a aucun racisme, que tu trouves toutes les couleurs de peau dans les rues et que les femmes sont traitées au même level que les hommes, je rappelle que l'Angleterre fait partie des sociétés les plus cul-serrées de l'époque. S'il y en a bien une où je n'arrive pas à croire à un tel progressisme, c'est bien le Royaume-Uni. Mais aussi et surtout, la série se déroule juste à notre époque, mais avec un habillage 1920. Par exemple, les héros viennent régulièrement dans une salle d'arcade. Je veux bien admettre qu'il y a eu des endroits où se rassembler à l'époque, mais là quand même c'est un peu exagéré. Et quand je dis habillage, je suis gentil, parce qu'il y a tellement de décors qui font cheap. Et du coup, j'ai pas arrêté de me demander, mais pourquoi vous avez pas juste transposé l'histoire en 2020 ? Ça aurait été une énorme économie de moyens, parce que clairement vous aviez pas un budget infini, mais en plus, quitte à vouloir faire le truc le plus simple possible à comprendre pour un jeune public, autant pas leur donner une vision erronée du passé. Alors, je sens que certains vont me dire « Ouais, mais c'est une série pour enfants, voilà, faut se mettre au niveau des gamins ». Ce à quoi je vous répondrai « Non !» Il y a eu énormément de séries à destination des plus jeunes, et qui pour autant avaient un scénario profond et intelligent. La série Batman des années 90, elle était pour les enfants, et on peut encore la regarder à l'âge adulte et l'apprécier. Les gamins peuvent apprécier la qualité, mais si vous les nourrissez qu'avec de la merde, faut pas s'étonner qu'ils avalent rien d'autre. Oh là 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 là. Bon. L'histoire est celle d'une jeune femme qui a été en contact avec des aliens dans son adolescence et qui à l'âge adulte va voir son petit ami disparaître, visiblement enlevé par des ovnis. S'en suivra donc toute une enquête pour essayer de déterminer si la vérité est ailleurs. Je sais pas si elle est ailleurs, mais ce qui est sûr c'est qu'elle est très très mal branlée. Déjà, premier truc à savoir, les acteurs sont pas bons. L'actrice principale était probablement la pire du lot, avec un jeu qui frise le ridicule. Et venez pas me sortir que les jeux d'acteurs orientaux sont pas les mêmes que les nôtres. Non. Hellbound et Juvenile Justice faisaient partie de mes tops l'année dernière.
Même Silent Sea, que j'ai profondément détesté, n'avait pas ce problème de jeu d'acteur. Arrêtez de dire des conneries. Mon perso préféré dans l'histoire, c'est une caricature du nerd pleurnichard, mais croyez-moi, c'était tellement le meilleur acteur du lot que j'étais heureux de le voir apparaître. Le rythme de la série est pas ouf, et du coup, je vous garantis qu'à partir de là, 1 heure par épisode, ça devient beaucoup trop long. La série est très lente, et je pense qu'on aurait pu facilement squeezer 1 ou 2 épisodes sans que ça pose problème. Je vous jure, alors qu'il me restait 3 épisodes à mater, j'étais vraiment à traîner les pieds, tellement j'avais pas envie de voir la suite. Ça me gavait. L'intrigue est assez mauvaise, il y a beaucoup de grosses ficelles scénaristiques, que ce soit la rencontre entre les 2 héroïnes, la manière dont elles réussissent à échapper à la vigilance d'un garde, Tiens, truc assez con. La série s'appelle Glitch, due aux parasites informatiques qu'on peut voir sur les écrans. Et l'héroïne est censée être poursuivie par ces phénomènes depuis sa première rencontre avec les aliens. C'est un peu con parce que, à part pour les 2 premiers épisodes, il y en a quasiment plus eu jusqu'à l'épisode 7. Pour un truc censé être constant, c'est un peu con, vous trouvez pas? Étonnamment, j'ai beaucoup plus apprécié le dernier épisode, qui aurait pu être le meilleur et même carrément relever le niveau de toute la série. Spoiler, j'en ai rien à branler, je vous mets un timecode si vous voulez, mais très clairement ça vaut pas le coup. Pendant toute la série, c'est donc une chasse aux ovnis, avec tous les éléments clichés du genre enlèvement par une soucoupe, un plan dans les victimes, etc. Et au tout dernier épisode, on révèle que non. C'était du fake, il n'y a jamais eu d'ovni. Ce qui était très couillu, parce qu'en général, jouer à ce point avec les attentes des spectateurs, les spectateurs aiment pas. Et c'était pas super cohérent avec beaucoup trop d'éléments. Mais c'était bien pensé, ça aurait pu être un retournement intéressant. Sauf que au final, si, les aliens existent bel et bien et ont vraiment implanté une puce dans le crâne de l'héroïne. Si vous vouliez faire une révélation de oufs comme quoi les aliens existent bel et bien, fallait jouer sur l'incertitude de leur existence pendant toute la série, pas juste pendant le dernier épisode. Donc voilà, pour moi, Glitch, c'est une très très mauvaise série, et je vous déconseille fortement de la visionner. C'est cliché, incohérent, débile et contradictoire dans ses intentions, donc franchement, c'est niette. Et décidément, 2023, c'était pas l'année pour les séries coréennes. L'histoire est celle d'un lycéen coréen affublé d'un physique ingrat, en plus d'un surpoids, et qui plus est victime de harcèlement scolaire. Mais genre bien violent quoi, hein. Il parvient à se faire changer de lycée, mais va se retrouver à développer miraculeusement un nouveau corps en parallèle du sien. Il va donc se servir de ce nouveau corps pour s'offrir une nouvelle vie. Je déteste cette série. Pas qu'elle soit blindée de défauts, hein, c'est bien dessiné, bien animé, même le principe de l'échange de corps est plutôt intéressant. Le problème étant que, mis à part 2-3 réflexions intérieures, ça n'a aucun impact dans l'histoire. On pourrait très bien dire que après une cure de quelques années, le personnage est revenu complètement méconnaissable, que ça aurait rien changé à l'intrigue. Bon ok, il y a un petit souci de gestion dans l'épisode 3, il me semble, et après ça, plus aucun problème. Ensuite, la quasi-totalité des personnages sont axés sur le beau physique. D'ailleurs, ne cherchez pas de féminisme là-dedans. Dans cette série, les meufs tombent sous le charme de tous les beaux mecs qu'elles croisent. Il n'y en a pas une seule qui va faire l'effort d'être gentille avec quelqu'un qui a un physique en dessous de la moyenne. Et n'allez pas croire que c'est un lycée très arty où c'est juste les élèves qui sont comme ça. Non, non. Même des gens croisés au pif dans la rue considèrent que si t'es moche, t'es même pas humain. D'ailleurs, petit spoil, parce que ça c'est un point que j'ai extrêmement mal pris, on a une femme qui se montre gentille avec les physiques ingrats, et qui n'a que du dégoût pour les beaux gosses. Eh ben forcément, c'est parce qu'elle est dans la même situation que le héros. Vous avez compris, mesdames et mesdemoiselles? Si vous êtes naturellement belle, vous ne pouvez être que des poufs superficiels. Ça m'étonne que les féministes n'aient pas gueulé là-dessus. Les seuls personnages un minimum intéressants étant évidemment ceux qui sont harcelés, parce qu'on a un background pour eux, et encore pas tous. Après, j'avoue que Blasco, c'est comme ça qu'il s'appelle. C'est le seul mec hyper costaud qui effectivement est du côté des plus faibles. Et peut-être aussi le blond, mais bon, vu que lui il parle jamais. Bref, j'ai vu passer la série comme une vache regarde passer un train. De temps en temps, il y avait un truc qui me faisait relever un cil, et juste après, je retombais dans le désintérêt le plus total. Cette série est inintéressante. Elle n'est ni marrante pour ses très légers passages comiques, ni particulièrement dramatique sur le côté harcèlement. Au contraire, ça fait très shonen neketsu.
avec l'impression que le héros va juste devoir devenir un pro de la baston qui va affronter des ennemis de plus en plus costauds. Et c'est con parce que le lycée est un lycée artistique. Le héros est dans la section stylisme. Et à côté, t'as l'architecture, t'as la musique, t'as le rap, c'est des voies qui sont quand même assez peu explorées dans la fiction, donc il y avait moyen de faire des trucs bien. Eh ben non, on se focus sur la baston. Oui, il y a une battle de rap à la fin, ouais, franchement je l'ai trouvé nul à chier. Pareil avec le pouvoir lui-même, ok, le héros comprend comment ça marche, et c'est tout. Vous vous demandez d'où ça vient, si c'est un truc extraterrestre, ou si c'est de la magie, ou vous n'aurez aucune info. Mais même pas genre on peut éventuellement en avoir dans les saisons suivantes. Non, rien, que dalle. C'est le truc, c'est arrivé, point. Voilà. Le personnage ne se pose aucune question dessus. Alors que moi perso, il m'arrive un truc pareil, mais j'aurais qu'une seule peur, c'est que ça s'arrête. Donc j'essaierai de trouver des infos dessus pour essayer de comprendre comment garder ce pouvoir. Donc non. Je n'aime pas Lookism, je déteste la plupart de ses personnages, je déteste son ambiance, je déteste son potentiel inutilisé, et je n'ai pas l'intention de regarder une hypothétique saison 2. Même s'il est techniquement meilleur que Glitch, la série m'est littéralement sortie par les yeux. Les 3/4 des personnages sont insupportables, l'intrigue est inintéressante, donc non. Ne perdez pas votre temps avec cette série, elle ne vaut pas le coup. C'est sans aucune hésiter la pire expérience de série que j'ai vécue cette année. Donc si je peux au moins vous éviter d'avoir à la subir, ce sera déjà un bon point. Voilà, on en a fini avec les pires séries de 2023. Donc je vous souhaite une excellente soirée, et je vous invite à jeter un œil au top des séries, qui sortira probablement dès demain. En attendant, bonne fête à tous, et à bientôt à bord de l'Universalis. Comme l'année dernière, il y avait un narrateur qui intervenait. Attends, il y avait un intervenant. Par exemple, les objets. D'accord. Les 2 premiers tiers de l'univers. Ah, putain. C'est juste un acteur engagé pour donner une facette sociale appréciable du En gros, c'est le mec avec une belle gueule qui est là pour vous redire. En gros, c'est le mec avec une belle gueule qui est là pour